Voilà, je vais donc présenter... J'y vais ? Oui. Camille de Toledo et Magali Nachtergael pour ce 5e dialogue. Camille de Toledo est écrivain juif et européen, vivant aujourd'hui à Berlin. Il est artiste plasticien et vidéaste également. Il est l'auteur, entre autres, de Vie potentielle au Seuil en 2011, L'inversion de Hieronymus Bosch en 2005 et Vie et mort d'un terroriste américain aux éditions Verticales en 2007. Il a participé à de nombreuses expositions collectives comme Sécession en 2014 à Berlin avec des artistes tels que Kader Attia et Henri Sala qui d'ailleurs ont tous deux la première place dans le palmarès des artistes français les plus importants, j'ai lu ça récemment. Enfin, les plus importants, qui exposent le plus à l'étranger, on va dire ça comme ça. En 2015, il crée Mittel Europa, ça se prononce bien comme ça ? Un projet qui lui a permis de mettre sur pied une série d'expositions comme l'Exposition potentielle en 2005, History Reloaded ou plus récemment Écrire la légende. Camille de Toledo conçoit ces formes spatiales comme des narrations matérielles avec des guillemets et les signe souvent de l'acronyme CHTO, marque pour lui d'une extension du domaine de l'écriture. Magali Nachtergael est maître de conférences en littérature et art contemporain à l'Université Paris 13. Elle est critique d'art, commissaire d'exposition. Elle s'est notamment occupée du cycle Lumière de Roland Barthes, une exposition conçue à partir de l'album photographique de la Chambre Claire. Elle a été lauréate avec Anne Reverso de la bourse de recherche curatoriale des rencontres photographiques d'Arles. Et à Arles, elle prépare toutes les deux en ce moment une exposition intitulée « Carte postale nouvelle d'un monde rêvé ». Je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça va ? Oui, c'est bien. Non, mais tout d'abord, je voulais juste revenir sur la magnifique et merveilleuse intervention de Jean-Benoît Puech. Et vous dire que il y a une petite continuité, où il y a un petit fil rouge, puisque j'ai la chance d'avoir pour directeur de thèse, j'ai écrit une thèse tardive, Dominique Rabaté, dont il a été question. Puisque Jean-Benoît Puech et Dominique Rabaté ont beaucoup travaillé sur Louis-René Desforêts et j'ai appris à cette occasion que cette vaste création naissait de ce geste de politesse, ce qui m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si je vais être aussi, disons, joyeux, stimulant, mais en tout cas, en venant vous voir, avant de venir vous voir, j'ai essayé de comprendre ce qui était cherché ici. J'ai lu vos questions. Et donc, c'est quelques petites remarques préalables, et puis après, je vous montrerai des exemples, 3 cas d'espèce. Je suis effectivement, par mes pratiques, un peu à la croisée de ces deux mots, écrivain-commissaire. Je reprenais le terme commissaire, je ne l'ai jamais beaucoup aimé, mais je vois qu'en fait, c'est délégué à quelque chose. Et simplement, j'essayais de me dire, tiens, quelles sont les différentes constellations ou agencements, aurait dit un philosophe, de ces rapports entre écriture et espace. Comment est-ce que ça écrit dans l'espace ? Comment est-ce qu'on demande à un écrivain d'écrire avec l'espace ou d'écrire avec des œuvres ? Donc je me disais, tiens, alors voilà, j'essayais de mettre des mots comme ça sur ces choses. Je me disais donc écriture, espace, écriture dans l'espace, ça, ce serait des choses que j'ai pu moi pratiquer, narration d'exposition, narration exposée, c'est encore autre chose, une narration d'exposition, ce serait avec déjà des œuvres, narration exposée, ce serait la narration elle-même qui deviendrait l'objet de l'exposition. Lorsque il m'a été confié un certain nombre d'œuvres, j'avais l'impression de travailler à une méta-narration, quelque chose qui crée de la cohérence ou du divergent, des récits d'objets, des récits en objets. J'ai des amis comme ça, artistes, qui parfois travaillent même, j'ai même des amis plasticiens qui se disent eux-mêmes écrivains, écrivant des textes pour des objets. Je pense à un théâtre des objets, je pense au Parlement des choses, de Bruno Latour également, c'est-à-dire ce moment où les objets deviennent eux-mêmes
les instances, les entités d'énonciation du récit, je me disais, tiens, il y a des artistes écrivants, il y a des écrivains qui exposent, artistes, voilà. Donc il y avait toutes ces choses-là. Et puis en relisant aussi également votre questionnement, je me disais aussi, finalement, qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce qui motive, puisque vous sembliez dire que c'était nouveau, et je pense que vous avez raison. Il y a une tendance, là, dans cette jonction, dans cette sorte d'emmêlement autour de la question de la narration, de l'écriture. Je me disais, qu'est-ce que ça dénote? Est-ce que c'est un passage d'un temps de l'expertise qui était confié à des historiens d'art ou justement des commissaires autorisés à un besoin, une recherche d'un rapport de plus en plus subjectif à la fois à l'espace et au lieu d'exposition? Est-ce que c'est cette chose-là qu'on va chercher, une sorte de subjectivation de plus en plus grande? Est-ce que je peux mettre en lien cette subjectivation dans le rapport à l'art, à l'espace d'exposition, avec d'autres formes de subjectivation qui seraient par exemple dans les médias? Savoir, est-ce que je peux étendre ce champ de la subjectivité où au fond on ne supporte plus qu'il y ait une instance objective d'énonciation, il faut qu'il y ait un angle, il faut de plus en plus qu'il y ait un angle et que cet angle-là soit énoncé, s'expose. Est-ce que la marque de l'écrivain qui viendrait saisir une collection, ce serait ça? Ce serait une sorte de subjectivité qui serait assumée et adossée à un lieu d'expertise? Alors c'était toutes ces petites questions comme ça qui rayonnaient. Et puis j'ai fini, et puis je termine ce petit mot introductif par ça, c'est que j'ai essayé un peu de l'organiser dans mon esprit. Et je me disais, dans ce vortex où ça narre, où l'art est narré, où l'écriture s'expose, je me disais finalement que ça se résume à peu près à 4 positions de l'écrivain en rapport à la chose de l'art, à la chose artistique ou à l'espace. Je vois qu'il y a des écrivains théoriciens, des gens qui arrivent, qui travaillent, on pourrait dire, si vous voulez, ce serait un écrivain avec un tout petit peu un pli de Georges Didier Huberman, quelque chose qui travaillerait la théorie. J'ai parfois le sentiment d'être pas très loin de ça. Je vous montrerai des exemples. Capitalisme mélancolien, j'étais aussi de ce côté-là. Il m'arrive d'écrire des essais de réflexion à la fois sur l'art, sur le politique, sur l'anthropocène récemment, sur la question du non-humain. Bon, j'ai un désir d'exposition en ce moment sur le non-humain. Donc je me dis, tiens, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le lecteur en moi de Philippe Descola ou d'autres? Et dialoguant avec ça, en pensant à partir du non-humain, la question légale qui va faire que je vais passer du côté du commissariat d'exposition ou d'un curating d'exposition. Donc dans ça là, ce serait l'écrivain théoricien avec un trait d'union. Et peut-être que Les Potentiels du temps, qui est un livre qui est présenté ici, est un livre comme ça, c'est un livre exposé, un livre exposition, où j'ai fait appel à des théoriciens de l'art. Et on est à la croisée de ça, de la littérature, du récit, de la théorie. Bon, est-ce que c'est ça? En tout cas, ça, c'est une position. Et ça me semble être une position qui est assez forte, liée souvent aux politiques, à la question des liens de l'art et du politique, et en cherchant sans doute, c'est des expressions que j'emploie parfois, une écriture à même l'espace, une écriture à même le monde. C'est-à-dire, au fond, on sent que le texte, Jean-Benoît le dit aussi d'une autre manière, mais le texte parfois décroche avec la vie, souvent. Même on sort presque d'un âge comme ça, si on prend un temps long, le structuralisme, ou une manière parfois de s'enfermer dans une glose, ou dans un rapport un peu exégétique au texte, dans cette sorte de bibliothèque infinie, et tout d'un coup on a envie de retisser des liens. Alors ça peut être la biographie, ça peut être le vivant, ça peut être la terre, ça peut être le sol, ça peut être l'atmosphérique, ça peut être tout ce que l'on a raté en s'enfermant dans des livres ou dans des codes. Mais en tout cas, il y a ça. Pour moi, il y a une première position là qui est d'écrivain théoricien, et ça me semble être un chemin fort, intéressant,
qui cherche à réancrer l'art dans le monde, à le réarticuler, à le sortir de son enclos, quoi, de son confort. On vous en avait parlé un peu plus tôt, je n'ai pas entendu tout, je m'en excuse, j'étais un peu fatigué ce matin, donc je me suis retiré pour reprendre des forces. Il y a pour moi ce qui serait de l'ordre de l'écrivain showcase, vitrine, label, une forme un peu brandée, et j'entendais dans les critiques qui étaient faites sur le choix de notamment cette écrivaine qui parle beaucoup plus aujourd'hui à la télévision que dans la littérature. C'est vrai, je vois ça et je m'interrogeais justement, en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à tracer une ligne? Parce que par exemple, pour avoir parlé avec Jean-Philippe Toussaint de son expérience, qui me semble être vraiment un écrivain, incontestablement un écrivain, même si on peut ne pas aimer, qui par ailleurs a une pratique de l'art. Il a fait des vidéos, etc. Je n'ai pas tout vu, je ne sais pas exactement où mettre la valeur de ça, mais en tout cas, il a une pratique là. Lorsqu'on fait appel à Jean-Philippe Toussaint, sachant que, comme diraient ses enfants, he is big in Japan, il est connu au Japon, et qu'il est également connu en France, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce que l'institution va chercher? Il est clair que pour moi, lorsque c'est l'institution qui va chercher un nom, il y a déjà un biais. L'institution va chercher un regard, elle va chercher une subjectivité. Ça, c'est ce mouvement que j'essayais de comprendre. Pourquoi on a besoin de subjectiver, pourquoi on ne peut plus avoir des récits objectifs de l'art, et de rien d'ailleurs. Pourquoi le monde n'est plus partageable d'une certaine façon, pourquoi il faut un angle, toujours un angle, pourquoi il faut être embedded, quoi, engagé quoi, dans un regard, pourquoi c'est perspectiviste, tout ça. Bon, là, on peut dire, ok, ça va, une institution va chercher un écrivain, et là, on va dire, ça va dépendre. C'est-à-dire, j'aime Jean-Philippe Toussaint, je suis heureux de voir son regard. J'aime pas Christine Angot, en fait, ça m'énerve, et je vais dire que c'est du branding, et que ça va chercher du public, d'ailleurs d'une manière maladroite. Bon, mais je pourrais dire j'aime Christine Angot, enfin, la vérité c'est que je n'aime pas du tout Christine Angot, mais voilà, ça c'est réversible pour moi. Mais qu'est-ce que va chercher l'institution, et comment elle va chercher ce regard-là, et pour quelles raisons? Je pense que ça c'est un motif qu'on peut interroger. J'ai ensuite des écrivains artistes, presque avec les expositions dont parlait Jean-Benoît, il y a quelque chose de ça. Mais on est encore, non, on est peut-être d'ailleurs, en fait non, on n'est pas là. Le quatrième est beaucoup plus ce dont tu parlais. Le 3 pour moi c'est l'écrivain artiste. Comme il y a des artistes d'une certaine façon écrivains, et là j'aurais quelques exemples à vous montrer rapidement. Après tout, là, dans ce position 3, j'ai le sentiment qu'on est proche de des matières qu'a travaillé quelqu'un comme Jean-Max Collard, si vous êtes familier de ces questions, de la littérature exposée. C'est-à-dire vraiment ce qui devait être l'objet de mon intervention, qui est l'extension du domaine de l'écriture. Tout d'un coup, ça ne suffit plus. Enfin, moi, ça n'a jamais suffi, par ailleurs. J'étais en quelque sorte initié, en tout cas, à la photographie avant d'écrire. J'ai toujours eu ces pratiques multiples, et même, je vais vous faire une confidence, c'est que j'étais pas très bon parce que j'ai très peu lu jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Ça ne m'intéressait pas, et j'étais beaucoup plus à l'aise avec les images, avec les sons, et j'avais mon petit laboratoire photographique. À l'époque, c'était encore de l'argentique, ça fait presque ancien de dire ça, mais dans ma chambre, et j'avais peur des mots parce que j'avais peur de faire des fautes, parce que j'étais dyslexique enfant, et j'ai toujours eu un rapport au langage qui était un peu soupçonneux, et ça me regarde de haut toujours le langage. Donc je ne sais pas trop quoi en faire, mais maintenant j'y arrive un peu mieux, mais je suis toujours un peu sous les regards. Et donc l'écrivain artiste, en tout cas pour moi ça c'est une position, et j'ai participé à des discussions pour savoir quel lieu on a pour ouvrir ça. Alors c'est Guyotat qui dit maintenant je vais être connu sur mes dessins. Bon. Ça a toujours existé, mais je trouve que c'est presque un peu tardif pour Guyotat. Je trouve que dans le contemporain et chez les plus jeunes encore, on a des pratiques qui sont multiples, avec des écritures multiples, et je dis parfois, moi, je ne suis pas plasticien, j'écris de 1000 manières. Si on me donne un appareil, j'écris avec un appareil, si on me donne du son, j'écris, et j'accumule des archives, et à un moment donné, je vais chercher l'espace
où je vais articuler ça. Bon, je vous montrerai quelques images ensuite. Et puis effectivement, la quatrième position, qui était cet écrivain exposé. Et alors ça, c'est ce dont il a, je crois, été question ce matin avec Giono. Mais je pense à l'exposition sur Benjamin Hommage, au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y en aura de plus en plus. Je rêve d'une exposition sur Faulkner. J'ai vu une exposition sublime et très belle sur Sebald à Barcelone, au CCB. Je trouve ça merveilleux, en fait, de partir de l'univers d'un écrivain. Et je pense qu'un jour, il faudra vraiment faire une exposition autour de l'œuvre de Volodine, parce que pour moi, ça peut engager vraiment une question graphique, des dessinateurs, de cette dystopie, de la science-fiction. C'est des univers visuels, je veux dire. Donc il y a des écritures, on a envie d'entrer, qui nous donnent envie d'entrer dans leur monde, et on a presque envie que ça se matérialise, et ça, je suppose que c'est quelque chose qui nous appelle, c'est-à-dire une sorte d'hégémonie de l'œil. Il y a un truc scopique qui nous emporte, et on a envie en fait de sortir les textes pour les voir. Et ça, c'est l'histoire, c'est nos histoires. Hein. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai presque envie de faire machine arrière en disant finir avec le scopique, parce que le scopique, c'est le pouvoir. Et moi, j'aime pas le pouvoir. Mais pour les écrivains, c'est autre chose, parce que c'est toujours des choses qui sont très infra, que le pouvoir plus ou moins écrase. Et tout d'un coup, de donner du scopique à un écrivain, c'est lui donner du pouvoir. Là où il a peut-être traversé son temps de façon un peu modeste, et tout d'un coup, ça... Donc ça, je trouve ça très beau comme approche, et je serais très heureux d'ailleurs d'y participer. Je sais qu'il y a ce projet Giono. Voilà, bon, on pourrait multiplier les envies sur des univers d'écrivains à exposer. Voilà, maintenant, justement, j'en viens un peu à ce moment des images. Je vais surtout vous parler du cycle de Leipzig, donc c'est au Centre d'art de la Spinnerei, qui est le centre d'art contemporain de Leipzig. Mais peut-être qu'on peut le faire ça en dialogue, si ça te va. Comme ça, je fais pas comme Jean-Benoît. D'accord. Ben, je trouve que ce préambule pose bien les enjeux différents de l'œuvre écrite aujourd'hui. Il y a un mot que tu n'as pas prononcé, c'est contemporain. Et toutes ces manifestations sont extrêmement contemporaines, de la médiatisation aussi, hein, ce que Lionel Ruffel appelle la publication, la mise en public selon différentes modalités. Ces 4 modalités d'existence de l'écrivain aujourd'hui, elles sont maintenant communes, hein, elles font partie du quotidien. C'est aussi pour ça que les musées appellent des écrivains aussi pour participer à cette économie des images. Mais alors, ce serait peut-être aussi l'occasion, là, comme tu présentes ta double identité d'écrivain-artiste, d'expliquer pourquoi il y a 2 noms qui apparaissent sur les livres et sur les œuvres. Aussi de dire pourquoi il y a des effets de pseudonymie aussi qui chapeautent un petit, pas comme Benjamin Jordan, mais qui viennent quand même créer une distance et un écran avec cette publication, cette mise en public des œuvres. Est-ce que tu... D'abord, sur ce thème de médiatisation, je pense que d'ailleurs c'est un autre lieu d'intervention de l'écrivain ou de la subjectivité en fait. C'est sur la médiation. On est vraiment en train de voir, et je pense que c'est là où il y a le travail le plus important pour moi, c'est comment est-ce que l'on parle de l'art, et c'est après l'exposition, une fois que c'est dans l'espace, comment est-ce que ça se met à parler une œuvre. Et là encore une fois, c'est cette rejonction avec le monde ou avec la publication, comme tu dis, avec le public. Et ça, c'est ce qui me fait penser, c'est que tu cites Lionel Ruffel, qui fait partie du jury de thèse avec Dominique Rabaté, que je connais bien et qui on dialogue beaucoup, et depuis quelques années, il était même à une exposition à Leipzig. Il y a une expression que j'aime bien dans son dernier livre, qui s'appelle « Trompe la mort ». C'est un joli livre sur les usages de la littérature et comment on peut relancer
Notamment, il fait une lecture des Mille et une nuits et de Boccace. Et il dit, au fond, il y a un primat d'Homo narens sur Homo sapiens. On est en train de découvrir que Homo sapiens, c'est pas sapiens d'abord, c'est narens. Ça pense parce que ça raconte. Et ça rejoint, j'y pensais beaucoup en écoutant le dialogue juste avant, c'est la légende. Sapiens, ce serait déjà la question du vrai. Mais en fait, c'est bien ultérieur. Là où ça commence, c'est Narens. Et Narens, la légende, c'est tout. C'est la mémoire, c'est le savoir, c'est le rapport au lieu, c'est le rapport au temps. C'est la mémoire avant l'écriture, c'est tout. Quand ça devient Sapiens, c'est presque déjà que c'est attesté. Et je crois que là, on est en train de connaître une vague de Narens qu'on ne sait plus comment d'ailleurs arrêter. Et peut-être l'étape d'après, ce sera de se poser la question de ouais, mais si ça narre partout, comment est-ce qu'on arrive à recréer un monde commun, c'est-à-dire objectivable, quoi, puisque c'est anglais de partout. Alors ça, c'est juste une petite chose. Après, sur les noms, les noms, en tout cas, entre l'écriture livre et l'art, l'espace, l'exposition, que ce soit d'ailleurs le lieu, la matérialité, les narrations matérielles, ça, je sais pourquoi, c'est parce que ça engage toujours plus que moi. Ça engage toujours plus qu'un sujet. Et donc, j'ai eu recours, en tout cas, les narrations à Leipzig, c'était 4000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. C'est des espaces gigantesques où on devient un architecte. Et déjà que j'ai du mal à croire à l'auteur, tel qu'il a été construit au 19e, comme cette sorte d'autorité singulière, alors que je pense que déjà, il est déjà tissé de textes tellement que parfois il ne sait même plus qui écrit en lui. Parfois, est-ce que c'est des livres d'avant? Est-ce que la phrase, elle lui vient? Donc, j'ai absolument pas cette sorte d'économie. Donc, déjà, j'ai pas ça. Mais alors, sur l'espace, ça engage pour moi. Je travaille avec des musiciens. Et donc, ce H, la lettre H de ces HTO, c'est la lettre manquante. Dans la Kabbale, les lettres ont une importance. Je suis un modeste kabbaliste à mes heures perdues. Et le H, pour moi, c'est une lettre flottante. C'est un signifiant flottant qu'on retrouve dans plusieurs de mes livres. Mais c'est toujours le manquant. C'est ce qui manque. C'est ce qui n'est pas nommé, c'est ce qui n'est pas vu, c'est ce qui est inaperçu. Et c'est ce que l'on convoque, en fait. Et dans la langue française, c'est la lettre qui est parfois muette, parfois entendue. Dans l'histoire du XXe siècle, c'est le H qu'on retrouve dans honte, dont Lacan avait fait sa hontologie, dont Derrida, cité par Jean Benoît, donc le fil continue, a fait sa hantologie. Dans cette économie des spectres où nous vivons, où tout d'un coup on cherche la présence des fantômes partout, le H a une manière de dire ça. Donc un peu une réponse, le début de quelque chose en tout cas. Donc c'est plus une approche collective quand il s'agit d'aborder l'exposition. Oui, c'est en tout cas d'assumer un statut collectif du travail quand on en vient à la question de l'espace. Et c'est ce qui explique aussi la collaboration avec Alyosha Imhoff et Cantuta Quiros qui ont comme nom de commissaire d'exposition le peuple qui manque. Oui, c'est ça. Expression qui est, je crois, empruntée à Deleuze. Mais ce livre est le numéro 1 normalement de 3 livres qui sont en projet. Et ça, c'est vraiment, à chaque fois, c'est une main tendue. J'ai envie de dialoguer et de construire quelque chose qui est à la frontière de la littérature, de l'art, de la philosophie, avec des gens que je lis, que j'apprécie, et donc je leur demande est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on peut écrire un livre à plusieurs. Et ça te prend beaucoup de temps, parce que c'est des agencements de formes d'écriture, et il faut aligner un vocabulaire, et aligner. Pas autoritairement, mais juste simplement se mettre d'accord. On en est où? Donc là, sur ce terme potentiel, il fallait... Le livre était en même temps que le cycle d'exposition ou il était ultérieur? Est-ce qu'ils sont liés? Ils sont liés. Les images, celles que vous voyez là,
Ça va vous faire rire pour les plus littéraires d'entre vous, enfin ça va vous intéresser pour les plus... Ça, c'était la première exposition du cycle de Leipzig, ça s'appelait l'exposition potentielle. C'était un espace de 2004 et le livre est en lien, est issu d'une certaine façon des intuitions et des formes qui portaient cette exposition. C'est comme un prolongement, on peut considérer que l'exposition était une première simulation dans l'espace, ou bien un premier volet, et que ça s'est continué sous la forme d'un livre après ? Ou bien c'est juste une... Non, c'est-à-dire que l'effort est le même. Dans ce terme potentiel, j'emploie le terme potentiel très Potentiel, difficile. c'est un terme aussi qui était dans le titre de Vie potentielle, un oui, roman. Oui, il est dans Vie potentielle, chapitre, mais il est aussi dans l'Oulipo, et souvent, en fait, je marque vraiment la différence. C'est pas l'ouvroir de littérature potentielle, je crois que c'est très différent du potentiel de l'Oulipo. C'est un potentiel des temps, c'est-à-dire c'est vraiment la sensation que j'ai depuis très longtemps que le réel est bloqué, qu'il faut l'ouvrir, qu'il faut le transformer, qu'il faut arriver comme ça, à lancer d'autres lignes du temps. Et donc l'effort est continu. Donc ça commence avec les vies potentielles, puis ça se rematérialise sous la forme d'une exposition. Ici, l'exposition potentielle, c'est une de ces matérialisations, de cet effort d'ouverture. On peut dire ça, mais ce serait intéressant de voir comment ça se déplace dans potentiel. Alors si, il y a un lien très concret. Comme ça me permet de vous dire ce qui était dans l'exposition et comment ça fonctionnait. Parce que donc celle-là, elle était très vide, elle était très muette. Il y avait peu. C'était 2000 mètres carrés, c'était très reposant, c'était presque de l'architecture. C'était un espace presque vide. Mais il y avait quelques gestes. Et là, la ligne de texte que vous voyez là, c'est une ligne de texte qui court sur 106 mètres linéaires. Et c'est une nouvelle. C'est une nouvelle qui est issue du livre Vie potentielle, qui dans le livre s'appelle Le jeune homme des temps nouveaux, quelque chose comme ça, et qui est une variation sur Bartleby. Et donc, dans l'exposition, la pièce, elle s'appelle The Bartleby of Modern Times, le Bartleby des temps modernes. Et bon, on pourrait passer du temps autour de ce mot moderne, mais je suis moi quelqu'un je suis jamais passé par le postmoderne. Le postmoderne pour moi est juste une forme d'errance ou de scorie ou de verrue sur le destin moderne. Donc ça continue. Pour moi, ça continue. Mais ça, on pourrait y revenir. Mais donc le Bartleby des temps of Modern Times, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, à un moment décide de ne plus dire « je préférerais ne pas », qui marque au fer la question du négatif, et qui va donner tout un évangile. Je dis parfois c'est un évangile parce que c'est Saint Bartleby qui, au fil des temps, est commenté par les meilleurs, d'ailleurs. Ça va de Blanchot à Deleuze, à Derrida, il y a l'italien Negri, et ça finit avec Agamben, où Agamben fait du Bartleby l'ange des possibles. Parce qu'un type qui dit « je préférerais ne pas », on peut le lire de deux manières. Si on voit vraiment le personnage de Melville, alors Bartleby, c'est très triste la fin. C'est très triste. C'est une dépression profonde. C'est la mort, en fait. C'est vraiment... Mais à faire de Bartleby un ange des possibles, c'est s'arrêter simplement sur cette phrase « je préférerais ne pas », qui reste comme un ouvroir. Ça ouvre. Ah oui, mais alors si tu préférerais ne pas, tu préférerais quoi ? Et le jeune homme de mon histoire, il dit « je pourrais ». Donc ça donne très concrètement, si je reprenais le texte de Melville, c'est « vous voulez bien aller chercher ces documents, s'il vous plaît ?» dit le directeur de l'étude notariale à son clerc, Bartleby. Bartleby répond « je préférerais ne pas ». Ça, c'est la figure de la résistance, telle qu'on l'a connue au XXe siècle. C'est le non. D'ailleurs, c'est le nom de Faust. C'est le monde commence par un non. On s'oppose, on se sépare. Et puis nous, notre question, je crois, à l'issue du XXe siècle, au début du XXIe siècle, elle se bascule parce qu'on a beaucoup dit non, mais on voit que ce non, il n'opère plus, curieusement.
Il y a un livre qui vient de paraître sur la post-critique. Et comment est-ce qu'on arrive à transformer ce ne pas en un pourrait? Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça du côté du potentiel, disons positif, au lieu d'un potentiel négatif? Donc ça, pour moi, cette inversion du Bartleby, c'est un petit peu comme si je cherchais à renverser l'évangile de la négation, de la négativité. Et pourquoi le mettre en scène de cette manière, alors, dans un Parce que espace pour moi, d'exposition? sans doute que pour moi, l'espace, c'était aussi... Enfin, un espace architectural vide, c'est un espace de possible. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un appartement désert, mais on projette des vies dans les appartements déserts. Dans un espace d'exposition qui n'est pas encore recouvert, il y a un désir, il y a une rêverie en fait. C'est tout d'un coup un monde qui est possible. On va pouvoir bâtir un monde. Et j'aime bien aussi l'idée de marche, qu'il faille marcher pour connaître le fin mot de l'histoire. J'aime bien les écrivains marchands. Sebald, par exemple, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, c'est un écrivain qui marche. Et je crois qu'on a un peu à se remettre en marche. La figure du Saint Jérôme qui est bloquée dans sa bibliothèque, qui est comme ça textuellement reliée à son objet livre et qui le psalmodie assis sur sa... J'ai le sentiment que les corps ont besoin de se... Donc ça, je pense que c'était ça. Il y avait un enjeu de traduction aussi. Puis je vous ai amené une autre chose, voilà, qui était dans cette exposition potentielle. Elle est très difficile à photographier, cette pièce, mais ça s'appelle l'Arc des futurs possibles. Et bon, ça, c'était une installation qui était activable, ou bien elle était... Elle était activable par des enfants. Les seuls qui avaient le droit d'activer l'arc des futurs possibles, c'était les enfants. Il y avait des arcs pour enfants. Et il fallait avoir moins de 14 ans, je crois, pour s'en servir. Ou alors un adulte avec un enfant. Et il y avait cet enjeu de la... Et là, ils avaient le droit de... Donc au moment où les gens visitent, il y avait toujours des enfants qui se lançaient Enfin, qui foutaient le bordel. C'était en même temps que la lecture, donc ça... Il y avait des gens qui lisaient... Il y avait des gens qui lisaient très studieusement le texte et pendant ce temps-là, il y avait des flèches en permanence. Ouais. Donc il y avait une double performance possible. Oui, il y a toujours un enjeu comme ça, en tout cas sur les expositions de Leipzig, il y avait toujours un truc, moi j'aime bien que ça se mette à bouger, quoi. Je trouve que c'est mortifère souvent, j'ai des souvenirs d'enfants dans les musées, où on me traînait avec mes parents, j'ai dit mais on ne peut pas s'asseoir là, et puis là on ne peut pas s'en saisir, puis ça on a envie de le prendre, on a envie de le casser, puis... Donc je me dis toujours, tiens, mais comment est-ce que j'arrive à intégrer cette dimension-là, quoi. Et l'arc des futurs possibles, lui, on ne pouvait pas y toucher. Il était câblé, en fait. Il y a presque 500 kilos de pression sur l'arc. Et il y a des flèches qui sont aussi scellées au sol. Et il y a une flèche qui part dans le mauvais sens. Pourquoi les adultes, ils ne pouvaient pas jouer? Avec des enfants. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Non, je crois que, en fait, vous savez, c'était très concret. Il y a eu ce cycle, il s'est passé plein de choses historiquement pendant que je faisais ce truc à Leipzig. Et là, c'était le moment où on expliquait aux Grecs, enfin, plus exactement, c'était en Allemagne, moi je suis en Allemagne, et il y avait Schauble et Angela Merkel qui regardaient les Grecs d'en haut en leur disant, bah, écoutez les amis, c'est bien d'élire un gouvernement social, mais en fait, vous n'allez rien pouvoir faire, quoi. Parce que le réel, c'est le réel, et la dette, c'est la dette, et il va falloir rembourser. Et c'est ce moment-là où ils se sont mis à vendre tous les services publics, etc. Et il y a eu pas mal d'articles, en tout cas dans la presse allemande, qui avaient cette interprétation-là, enfin, qui le voyaient, qui le comprenaient. Donc pour moi, la réalité, à l'âge adulte, c'est un petit peu je crois que c'est Lacan qui disait le réel, c'est ce à quoi on se heurte. Mais à l'âge adulte, c'est le truc auquel on se heurte. Et je pensais d'ailleurs, en t'écoutant aussi, Jean-Benoît, sur qu'est-ce qui sépare le réel de la fiction. J'ai toujours pour moi un critère de dernière instance. Je crois qu'il n'y a pas. Tout ça est très très entrelacé, mais c'est ce qui me différencie complètement du Baudrillard tardif. C'est qu'il y a pour moi un critère de dernière instance qui est la mort. Et pour vous figurer, parce que j'avais envie de prolonger la conversation, mais j'ai récemment écrit une étude sur Don Quichotte. Mais par exemple, là, si vous demandez à la fin de Don Quichotte qui est-ce qui meurt, est-ce que c'est Quixada, c'est-à-dire dans la fiction le personnage réel, ou est-ce que c'est la fiction que le personnage réel dans la fiction a créé?
Ou est-ce que je peux attester de la mort de Benengeli, dont Cervantes dit qu'il est l'auteur du Quichotte? Si j'arrive à prouver qu'il est vraiment mort, qu'il est charnellement, qu'il est matériellement mort, alors c'est égal. Mais si je fais pas face au tombeau, si c'est pas outre-tombé, alors il reste un critère de dernière instance. Donc voilà, il y avait cette chose comme ça de se heurter au réel. Et l'adulte, pour moi, c'est quelqu'un qui a conscience de la mort. Donc c'est quelqu'un qui fait face à ça. Et donc c'est plus dur. La matière résiste plus pour un adulte. Un enfant, c'est très métamorphique. Et c'est pour ça que je pense que tous ceux qui ont oublié l'enfant qui est en eux sont des désastres pour ce monde. Mais c'est-à-dire ceux qui ont les yeux braqués sur ce à quoi on se heurte. Mais par ailleurs, les adultes qui ont oublié ce à quoi on se heurte et qui sont uniquement dans l'univers métamorphique sont également des dangers pour ce monde. On peut continuer dans l'exposition ou dans le volet Ça, c'est des plaques gravées, en fait, qui sont un peu les tables de la loi du potentiel, c'est en 5 langues, dont une absente, et c'est traduisible, c'est-à-dire que le potentiel, c'est ça, c'est comment j'arrive à le faire rentrer dans différentes langues. Et ça, c'est gravé dans du plaque d'aluminium, qui est le métal le plus banal que l'on trouve sur Terre. Est-ce que le manifeste d'art potentiel. Est-ce que c'est lisible en braille ou bien c'est juste un effet de... Ça donne Oui, c'est parce que c'est gravé, donc on peut... On peut toucher, mais on ne peut pas lire. On peut toucher. Il n'y a pas la langue braille encore, mais il faut que je la... Là, on les voit au mur. Dans le cycle de... Ça, j'y viendrai juste peut-être à la fin, parce qu'il faut que j'aille un peu vite. Il ne faut pas qu'on passe trop de temps, mais... Ça, c'était la deuxième dans le cycle de Leipzig. Ça s'appelait History. La deuxième exposition. Oui, History Reloaded, l'histoire relancée ou l'histoire recommencée. Et il y a un personnage qui me suit en fait. Enfin là, j'ai un peu arrêté. Mais j'aimais bien le torturer un petit peu, qui s'appelle Fukuyama. J'ai écrit un opéra, Francis Fukuyama, qui nous avait un peu écrit la liturgie de la fin après la chute du mur, qui expliquait que c'était la fin de l'histoire. Son livre, La fin de l'histoire et le dernier homme. Et donc moi, j'essayais de matérialiser cette idée de l'histoire qui recommence. Donc il y avait un sac de frappe où les gens pouvaient cogner. Là, tout le monde pouvait cogner. Oui, tout le monde pouvait cogner. Enfants, j'ai montré qu'il y avait des gants de différentes tailles. Ça, c'est des gants de tout petits. Il n'y avait pas vraiment de bébés qui ont fait, mais et donc on pouvait vraiment frapper. Là, je crois que j'ai d'autres images où on voit vraiment les gens. C'était très physique et tout, c'était bien. Ça, c'était comme un tableau de la Passion, comme il y a dans les églises. En fait, mais c'est aussi comme dans les flipbooks. Vous voyez ce que c'est un flipbook? Et en fait, c'est différents états d'une chute infinie. Et c'est les fameuses 13 stations, parce qu'en fait, l'évangile de la fin de l'histoire, parce que Fukuyama se revendique de Kojève, qui se revendiquait d'Hegel, et c'est toujours cet évangile de la fin de l'histoire, et Hegel lui-même a en quelque sorte historicisé le tableau de la Passion. Donc c'est la passion de l'esprit dans l'histoire. Enfin, je vais vite, mais vous connaissez sans doute bien ces choses-là ou pas, mais peu importe. Mais donc il y avait ces tableaux de la Passion qui se finissaient avec... en fait, on le voit progressivement s'empaler. Voilà. Mais en fait, ce qui était en jeu dans cette chose-là, et il y avait aussi, on en voit une figure, c'est la pièce que j'ai préféré faire. Ça, c'est des pièces complètement plastiques. Il y en a certaines qui n'ont pas du tout de texte. Ah oui. Non, oui, bien sûr. C'est des écritures matérielles, mais c'est, disons... Mais bon, une pièce... C'est des œuvres qui ont une matérialité, mais qu'il faut activer par un récit, mais les pièces, une médiation. Ouais, mais les pièces, c'est du texte quand même aussi. Parce que, par exemple, si je prends ça, là, ces gravats, là, en fait, c'est une pièce que je peux refaire partout, mais c'est le nombre donc c'est un travail sur le retour de l'histoire et l'histoire de la violence. Et en fait, je fais des impacts de gravats. Et j'en fais le nombre qu'il y a d'années dans le XXIe siècle.
C'est comme des sortes de rituels, d'instances, de dire regardez la guerre continue, regardez la guerre continue, regardez la guerre continue. Il y a quelque chose comme ça qui d'un shelling permanent, d'un bombardement permanent. Donc là, il y avait 16 impacts de gravats. C'est très beau parce que ça fait des constellations en fait quand on les regarde de près. On dirait des galaxies, etc. Et ces gravats en fait, ils viennent d'Irak. Ils viennent toujours d'Irak ? Non. On pourrait les prendre de Syrie. Ce qu'il y a, c'est un peu de logistique pour les faire. Ils viennent quand même de pays en guerre. Ouais. Il faut les faire venir à chaque fois, c'est un peu long. Et puis. David, tu as une question ? Vas-y. Ouais. Je peux me permettre une question, revenir en amont. Ces deux expositions que tu viens d'évoquer, qui en prend l'initiative ? Est-ce que c'est toi qui déboules dans une institution et qui dit j'ai une bonne idée, ou c'est toi, ou c'est l'institution qui te sollicite et comment ça se passe ? Leipzig Spinnerei, là maintenant ça a été transformé en hub pour des sociétés internet, mais dans les vieilles usines ils avaient encore des grands espaces et ils appellent ça des Projektraum. Et en fait, c'est comme des résidences d'artistes. Donc là, j'avais 1 an où je pouvais créer ce que je voulais dans cette pièce dans cet espace qui faisait 2000 mètres carrés. Mais qui prend l'initiative de... C'est toi qui sais qu'il y a ces espaces ? C'est des calls, c'est des appels. D'accord. C'était en fait c'était un projet. Ça a été pris sur appel à projet. Voilà. D'une certaine manière. Mais après, tu te débrouilles pour amener les financements quand même, parce que c'est pas très bien financé. Donc faut les. Ouais, les cailloux. Les cailloux, c'est parce qu'il a coûté le plus cher en fait, mais. Pour revenir à une interrogation que vous avez posée au tout début et puis sur laquelle vous êtes revenu, c'est celle de cette obsession d'un angle. On est dans un monde qui veut à tout prix offrir un angle et qui serait dans une impossibilité ou un refus ou plutôt un désintérêt pour le savoir omniscient. Ça dépasse l'art, c'est le cas de l'info, c'est le cas pour tout, comme vous l'avez dit. Et vous disiez pourquoi est-ce qu'on en est là ? Et donc, pour revenir à ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on propose par exemple à des écrivains de venir donner leur point de vue sur l'art, mais comme on l'a dit tout à l'heure, on le fait aussi avec des footballeurs et on l'a fait avec Pharrell Williams dans une galerie il y a quelques années, etc. Et donc, dans la question du pourquoi cette obsession de l'angle, je me demande s'il n'y a pas un rapport avec un monde où tout s'est, en tout cas en apparence, accéléré et facilité, notamment l'accès à tout, en fait, à tout ce qui est élément du savoir, tout ce qui est savoir omniscient, et en permanence, au sens propre, au bout de nos doigts, puisqu'on a tous nos smartphones, nos sources de savoir mobiles, et qui sont des moyens d'accès à tout ce qui est factuel, tout ce qui est accumulation de choses qui font partie du savoir. Et la seule chose qui manque peut-être à tout ce à quoi on a accès comme ça si facilement et partout et en tout lieu et en toute heure, ce sont les angles. Et donc, exactement comme on disait tout à l'heure qu'au musée de la Croix, juste à côté de la plus grande collection de la Croix du monde, si on n'offre pas autre chose que du de la Croix omniscient, parce que pour le coup, le Louvre et les autres grands musées, c'est encore des temples du savoir présentés comme omniscients, en dehors des expos. Je pense que les collections permanentes du Louvre, du British Museum, du Met, etc., c'est encore des lieux où des millions de gens se déplacent pour aller voir du savoir omniscient, là, pour le coup. Mais par contre, en dehors de ces grandes institutions, on est obligé d'offrir des angles, sinon personne ne vient. Et puis, en dehors du monde muséal, pour tout le reste, pour l'art, pour l'info, pour tout, puisque tout est accessible, alors tout ça ne concerne qu'une petite frange privilégiée de la population mondiale, mais enfin, nous en faisons tous partie. Et au-delà de nous ici, le public des musées, le public de l'info, etc., fait partie de cette frange privilégiée de la population mondiale. Donc si on reste dans cette frange-là, est-ce que cette obsession des angles ne vient pas du fait qu'en dehors des angles, on a tous accès à tout, tout le temps ? En fait, je vous écoutais, mais je ne suis pas convaincu. En vous écoutant, j'essayais de voir ce qui me venait à l'esprit comme réponse. Il y en a une qui relève de... Donc pour moi, en vous écoutant, il m'est venu deux axes, peut-être,
qui seraient pour moi des réponses un peu moins circonstancielles. Il y en a une qui relève de la politique du sensible, ou du partage du sensible, qui dirait qu'il y aura un primat de l'expérience sur le savoir. Ce qu'on veut maintenant, c'est des expériences, c'est faire des expériences. Et donc, c'est un peu cette dévoration du monde par l'expérience, c'est voilà, Erfahrung, 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 Erfahrung. Ça, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, qui a des très très bons côtés, et d'autres, voilà, il faudrait estimer l'intensité de dévoration que ça représente. Il y en a une autre qui relève plus de la politique stricte, ou de ce que j'appellerais pour moi la politique du regard, où c'est un gros mot que j'ai employé, mais qui est un mot qui nous vient de la philosophie, qui est l'idée d'un monde perspectiviste. Et ça, c'est beaucoup plus politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le récit subjectif, il nous est presque imposé, il nous est imposé depuis maintenant plus d'un siècle par la remise en cause. Je vais le dire autrement. À la Renaissance, le perspectographe de Dürer, c'est un lieu d'où l'on comprend que l'on peut regarder le monde, et ce lieu, il va falloir 5 siècles pour comprendre qu'il est masculin, hétéronormé, blanc, européen, chrétien. Et il va falloir des luttes politiques pour les subjectivités, pour d'autres rapports au monde, des luttes féministes, des luttes pour les droits, des luttes anti-esclavage, des luttes pour l'abolition, des luttes postcoloniales, etc., pour dire, les amis, ce rapport en fait qu'a le musée au monde, et le musée étant l'institution en fait qui porte le débat sur les restitutions d'œuvres d'art, est là pour le montrer. Le musée est ce qui a figé pour les siècles, je dirais plus fortement après la Révolution française, ce regard-là en fait, posé sur le monde. Et là, au bout de plus de 200 ans, le musée se réveille en disant « mais il serait peut-être temps qu'on assume des subjectivités ». Donc, peut-être que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné inviter quelqu'un au Quai Branly. Mais je veux dire, si Édouard Glissant était vivant, ou peut-être un jour on invitera Chamoiseau, ou peut-être on invitera des gens... Il y a des gens vivants. Hein. Il y a des gens vivants aujourd'hui. Non, mais bien sûr, ou Kader Attia. Non, mais je sais qu'on l'a fait, puisque Kader Attia l'a fait sur des collections. Oui, mais c'est ça qui se joue. Ça aura lieu encore. Non, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je dis juste que cette diffraction, elle est politique, quoi. Et donc après, la technique, on a accès à tout, c'est super d'avoir des subjectivités. Ça vaut peut-être pour le côté footballeur, parce qu'il y a aussi une logique un peu de people, un peu débile, mais c'est comme ça. Il y a une question aussi. Mais c'est pas ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans ce... Bon, si je peux peut-être donner une troisième raison, en tant qu'historienne des musées, plutôt plus terre à terre, disons. Dès milieu des années 60, il y a eu vraiment une critique justement sur une présentation du musée, comme vous dites, qui présentait un discours objectivé énormément et qui était difficile d'accès pour les néophytes. Et un jour, en fait, en 1972, lors de la 9e conférence de l'ICOM, qui est le Conseil international des musées, Duncan Cameron a posé la question, le musée, un temple ou un forum? Et en fait, ce discours a posé justement l'ouverture d'une exposition, d'un passage d'une exposition dite cognitive, basée sur des savoirs très, très objectifs, séquencés par temporalité ou géographie, vers en fait une exposition communicationnelle, c'est-à-dire qu'une personne qui en fait veut transmettre un message et qui ne demande pas de connaissances préalables à la personne qui la visite. Et donc en fait, moi,
ma position, c'est que vraiment bon, après, il y a toute une question justement attirer les publics, etc., mais c'est cette importance de l'invité extérieur, qui a commencé avec des artistes plasticiens, mais qui s'est ouvert vers les personnes des sciences humaines, puis maintenant vers les écrivains, c'est vraiment justement de penser l'exposition comme une exposition communicationnelle, fondée sur la communication, donc accessible à tous et qui génère en fait une forme de réflexion au lieu de gober en fait un savoir. Et donc c'était vraiment une volonté de la part du milieu muséal de transformer, de muter le musée dans cette perspective. Julie, tu voulais intervenir? Oui, ça me fait d'ailleurs penser que... Juste ajouter une chose, mais ce matin, vous n'étiez pas là, je l'ai dit très brièvement, il y a le phénomène d'autorisation, et tout à l'heure vous l'avez dit, et puis auteur est lié aussi à l'autorité. Je pense que tu as raison de parler de ça et du monde muséal qui se met en mouvement effectivement à cette époque-là, mais il y a aussi, pour moi ça vient du milieu de l'art, et ça vient des commissaires auteurs et de gens comme Zeman, que je citais tout à l'heure, Hulten, Yanout, qui ont vraiment contribué à cette spatialisation du récit. Et dès lors que les artistes ont suivi le mouvement et se sont même inquiétés de l'autorité aussi que ces auteurs d'exposition pouvaient prendre, il était naturel aussi que ceux qui narrent mettent en espace le récit. Alors, je fais vraiment des raccourcis, hein, mais je pense qu'en fait, voilà, il y a des tas de phénomènes. Celui que tu épingles, celui-là, qu'est-ce que ça suscite en vous, ces réflexions-là, finalement? Je ne pose pas vraiment de questions, là. En vous écoutant, je pensais à Aby Warburg, en fait. Et je me disais, c'est à la fois incroyable à quel point c'est charnière, parce qu'aujourd'hui, l'usage qu'on a de ce tournant comme ça un peu... c'est finalement à la fois un projet complètement universalisant, complètement total. Donc ce serait presque la fin de ce projet du musée 19e qui s'étendrait au monde, en fait. Avec ce qu'avait de fou l'entreprise muséale occidentale dans la coupure sujet-objet, dans la façon de mettre dans des bocaux le monde entier, tout le naturalisme, la découpe du monde, on cartographie, alors on fait des musées de cartes, on fait des musées d'espèces, on fait des musées de choses, c'est-à-dire en fait une réification générale du vivant par le savoir, par le musée, par le langage, par le découpage, et puis tout d'un coup comme si ce champ du signe de l'objectivité passant par la subjectivité magnifique, en même temps assez folle de Warburg, faisait qu'aujourd'hui on en avait une lecture subjective. Tout d'un coup, j'ai assisté au Grand Palais, je crois, c'était une réexposition, un reenactment de Warburg. Et donc tout d'un coup, on va le chercher comme subjectivité, alors qu'en fait, il était lui le bout du bout. On pourrait dire d'ailleurs comme Freud. Freud est l'enterrement en grande pompe du regard possible, objectif, souverain de l'homme, sujet du monde, face à un monde-objet, etc. Et il est à la fois celui qui cherche à sauver ça en disant comment est-ce que je vais sauver ce sujet, et en même temps il découvre ce continent intérieur qui va faire que ça explose de l'intérieur de toutes parts. Et là, il y aura maintenant du ça, des jeux multiples, du féminin en nous, du masculin en nous, d'autres formes animales, du ça, tout ce pulsionnel, toute cette économie pulsionnelle. Et là, ça impose. Non, ce que je voulais simplement dire par rapport à ça, vous avez raison par rapport au musée. Le musée, c'est la toute petite partie réalisée de l'utopie des Lumières, qui part de ce point de vue-là, occidentalisé et de ces éléments-là. Donc ça, c'est vrai. Il y a deux choses qui sont d'ailleurs différentes que je veux dire. L'une, c'est qu'à côté de cet enjeu de classification, il y a cet enjeu du merveilleux et de l'émerveillement qui est contenu par le musée depuis son origine. Et ça, je crois aussi que, loin d'être aussi une rupture, cette subjectivité est aussi une manière de renouer avec l'émerveillement des origines, qui est pour moi quelque chose de vraiment du cabinet de curiosité et de ces éléments-là. Il ne faut jamais oublier que dans les Lumières, il y a toujours ces deux filières-là, cet enjeu de positivisme, de classification et cet enjeu d'émerveillement. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et c'est plutôt positif pour l'avenir du musée et ça permet de rouvrir des éléments. L'autre point qui n'est pas, comment dirais-je, que je... Moi, je vous laisse. Voilà.
Non, moi j'ai une petite réserve avec l'émerveillement, mais je vous non, mais on peut en parler, ça, voilà, par rapport à ça. Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire de l'exposition, l'exposition coloniale, c'est de l'émerveillement. Hein. Ah, mais toutes les expos universelles avant, c'est quand même montré. Oui, mais c'est l'encyclopédie du monde. Oui, c'est de l'émerveillement. Dans un cabinet de curiosité géant. Quoi. Oh là là, regardez cette espèce-là, c'est incroyable. Donc, je ne suis pas pour disqualifier l'émerveillement, parce que là, on rejoint à l'émerveillement. Je pense que vous visez plutôt celui-là, qui est l'émerveillement enfantin. Par rapport à je prends l'émerveillement à la manière, si on peut dire, l'émerveillement comme enjeu essentiel de l'éducation. Enfin, en revenant par exemple à ce qu'Aristote le mettait en avant, c'est-à-dire le désir de s'émerveiller pour pouvoir effectivement pouvoir simplement apprendre ou être complice de la magie. Et puis attention, enfin, loin de moi de faire l'apologie de l'exposition coloniale de 31, c'est pas ça l'idée, mais attention aussi de le replacer dans son moment et pas avec notre regard justement moderne ou postmoderne. Mais ça, on pourra en rediscuter de l'émerveillement. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord, il y a ces éléments-là, donc il y a aussi cette idée de rupture, mais aussi de continuité par rapport au musée. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que et c'est plus désenchanté de ma part, et pourtant en tant que conservateur de musée, mais c'est n'assignons pas au musée trop de missions dans le monde d'aujourd'hui. Et j'étais en début de semaine aux rencontres de la Fondation contre l'esclavage qui a été créée en France et dont le lancement se passait au musée, notamment par rapport à l'exposition du modèle noir à Orsay. C'est que d'une certaine manière aujourd'hui, y compris les pouvoirs publics, puisque cette fondation est soutenue par l'État français, y compris par les pouvoirs publics, on demande au musée, d'une certaine manière, de prendre en charge toutes ces missions de relecture, de lecture, d'ouverture, de subjectivité, que je porte en partie. Hein, donc je sais bien que ce que je dis peut être aussi une façon de manière de juger ce que je porte moi-même, mais en même temps, le musée, c'est tout petit et c'est très peu de moyens. Et donc, il y a une cristallisation, y compris par les pouvoirs publics, autour du musée, alors que ce qui doit aussi porter ces éléments-là, pour moi, c'est avant tout l'école, par exemple, qui touche infiniment plus. Donc, non, mettez pas tout sur l'école. Hein. Comment ? Mettez pas tout sur l'école. Non, je je mets pas tout sur l'école, non, mais là, on met tout sur les musées qui sont tout petits quand même. Hein, donc, je crois que là, il y a quelque chose, non, mais je le dis parce que là, il y a quelque chose, du coup, qui arrive à être assez complexe et où finalement on a des attentes de beaucoup de choses par rapport à ces institutions-là. Donc il faut aussi. Je crois d'ailleurs qu'en France, il y a un lien très fort entre l'État, le récit national et le rôle du musée. Oui. Non, mais oui, c'est vrai, mais il y a surtout en termes de mission quelque chose qui est de l'ordre qui arrive presque à un enjeu de rupture. Donc c'est simplement pour dire ça, c'est que. On peut se demander d'ailleurs dans le storytelling curatorial, qui est quand même qui apparaît avec Zeman et qui se développe avec la médiation après. Finalement, la place de l'écrivain, elle est presque toute trouvée. C'est lui le meilleur storyteller. C'est lui qui peut donner l'intrigue, enfin qui peut mettre en intrigue l'histoire. Donc d'une certaine manière, il y a une espèce de rencontre presque faussement naturelle, historiquement, qui converge vers cet homo narrans qui remplace l'homo sapiens, enfin en tout cas qui le remplace, qui s'y substitue symboliquement, en tout cas il arrive à avoir plus de puissance, en tout cas, et dans sa subjectivité aussi, puisque c'est un primat qui est reconnu aujourd'hui par opposition à un faux universalisme, en fait, un universalisme qui est un peu dépassé. Mais du coup, là, je ne sais pas combien de temps on doit... Oui, d'accord. Alors, est-ce que le rôle de l'écrivain, du coup, aujourd'hui, c'est pas aussi de proposer ces nouvelles formes de narration et de les mettre en œuvre de façon physique et pas seulement écrite? Il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que je suis un peu débordé, parce que j'ai envie de revenir sur des choses que j'ai entendues. Puis, alors, autour de ce mot storytelling, alors ça me permet peut-être juste de dire, enfin, par la marge, humblement, l'espèce d'écrivain que moi je suis, mais j'ai du mal avec
l'efficace du récit. Si le musée, comme le récit politique, va chercher des génies du récit pour mettre en intrigue le monde, pour servir un certain nombre ou pour suivre un certain nombre d'objectifs qui peuvent être créer un récit majeur autour d'un récit national, d'une politique étrangère, ou pour une institution de faire venir du public, parce qu'à la fin c'est quand même la logique du clic, c'est-à-dire à un moment donné il y a du monde, c'est un succès, donc c'est bien. Si c'est ça la logique, je la comprends, elle est compatible avec tout le système du monde tel qu'il est. Ça me va pour ceux qui doivent faire du clic. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et donc, je dirais que si on appelle un écrivain, pour moi, ça doit être une subjectivité instruite. Instruite par quoi? Par une zone de conflit, par des tensions. Sinon, c'est Salmon, le storytelling, et enfin, c'est vraiment le destin communicationnel un peu désespérant. J'espère que ce qui se crée, l'art, les installations, les gens qui créent dans le contemporain, mais je le vois suffisamment pour le voir, c'est que justement c'est ce que je crains, je vais vous donner un exemple très pratique. On m'a demandé de faire partie du comité scientifique pour reprendre la collection permanente du musée de l'immigration. Il y avait un historien, Patrick Boucheron, qui était à la tête. Pour tout vous avouer, je n'ai pas été très présent. Parce que j'ai un peu du mal avec les réunions à 60, mais par la bande, j'ai envoyé des messages, j'ai écrit des choses quand même. Voilà un lieu qui est un vortex des tensions perspectivistes du monde à l'issue de la faillite totale de l'universalisme. C'est-à-dire qu'il fallait transformer ce musée de fond en comble et son récit, et il fallait trouver des modes de narration qui tranchent et qui tiennent compte d'un certain nombre de choses qui se sont pensées depuis 40, 50, 60, 100. Et ça, c'est intéressant. Je dis le travail préparatoire. Après, et c'est là où j'ai tout de suite moi posé une question au comité, j'ai dit, est-ce que les scénographes font partie du travail préparatoire? Est-ce que le but, c'est de produire un cahier des charges qui va être ensuite transmis à des directeurs artistiques qui vont limer l'hétérogène pour que ce soit fluide et pour que ça fasse quand même un bon récit muséal? Et la réponse a été, on n'y arrive pas. De toute façon, il y aura des scénographes à la fin qui vont faire le travail comme ex-musée de l'homme qui s'appelle Musée de l'homme. Il a tellement changé pour moi. Mais ça, cette position du scénographe, et donc le couple diabolique, si vous voulez, pour moi, c'est l'écrivain médiatique plus le scénographe, ou plus l'agence de scénographe. Et les experts derrière pour légitimer le récit. Alors ça, pour moi, ça c'est vraiment... c'est de la story... c'est comme si j'acceptais d'appliquer les règles du polar pour la littérature, enfin, que je pratique. Enfin, ça n'a... C'est OK, c'est bon. Donc, Homo narins... Non, mais le combat, c'est pas entre Homo narins et Homo sapiens, c'est quel Homo narins? C'est ça. Comment ça raconte, quoi. Il y a toute une variété de genres, de récits, d'expositions, d'ailleurs, qui sont tout autant perspectivistes les uns que les autres. Sofiane, tu avais une question? Alors, je pense que ça sera par ailleurs la dernière question pour éviter de... Désolé pour les autres que je frustre pour reprendre une thématique chère à cette journée.
En fait, plus une remarque, puis après une question qui a trait davantage avec ce vers quoi, en tout cas, ce qui m'a interpellé dans ton travail, Camille. D'abord, l'interrogation globale, c'est, je crois qu'il y a des projections de téléologie dans les discours qu'on peut mettre dans des institutions, quelle que soit leur ampleur, quel que soit le cadre, que ce soit ici. Et je pense que les musées, comme un certain nombre d'institutions culturelles, sont des chambres d'écho, en fait, des tribulations du monde, d'une certaine perception de la réalité qu'on est en mesure de prendre, de mettre en dialogue ou pas. Avec ceci, que je m'interroge aussi par rapport à cette dichotomie entre Homo narins et Homo sapiens. Pour moi, je pense qu'on a à la fois besoin des deux et qu'en fait, on est dans un paradigme aujourd'hui, aussi bien du côté des musées que de ceux qui produisent les producteurs de biens culturels, même si j'aime pas du tout ce terme. On est obligé, pour qu'il y ait du narins, qu'il y ait du sapiens, il faut qu'il y ait du narins et vice-versa. C'est ce que j'ai appelé instruit. Oui. Subjectivité instruite, pour moi, c'est exactement c'est ça. ce que Et l'émerveillement, c'est une façon d'accéder à ça. C'est comme comment dire, les jeux intelligents, comme on appelle aujourd'hui, etc., qui sont une façon d'apprendre en s'amusant, etc., qui font partie de notre façon d'être au monde. Ce qui m'intéressait, donc ça c'est plus une réflexion globale en disant que pour moi, la dichotomie est celle où on veut bien la mettre et je m'interroge sur sa légitimité à vouloir mettre un biais sur une perspective qui serait une téléologie, un discours national instrumentalisé par l'idée de musée ou par l'idée d'une institution culturelle quelle qu'elle soit. Ça, je pense que dans les réalités, en tout cas auxquelles on peut être confronté dans les institutions, elle est plus différente de ça, même si je comprends bien la critique et la remarque. D'un autre côté, la question que je me posais, c'est par rapport vraiment... J'ai pas critiqué l'institution. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, c'est la téléologie qu'elle suppose, c'est-à-dire vraiment l'idée qu'il y a une volonté de toucher. Je pense qu'il y a parfois un manque de perspective, on a un manque de recul par rapport à... En fait, on réagit plus qu'on agit. En tout cas, on est plus dans la réaction. C'est vraiment quelque chose de topique de l'époque, sans doute. Mais à côté de ça, je crois par ailleurs que cette perspective-là, cette double perspective de l'homo narins et l'homo ludens que tu as souligné, est essentielle. Et je pense qu'elle permet aussi de requalifier les différents acteurs, notamment les écrivains. En fait, in fine, je me pose la question du postulat de départ de notre journée, et je me la pose depuis qu'on travaille ensemble avec Julie Baouin et David Martens. C'est est-ce que le trope et la perspective de qualifier quelqu'un que d'écrivain n'est pas un biais en soi qui restreint en fait le champ des possibles, parce qu'on n'est pas, pour reprendre un terme utilisé par Bernard Lahire, nous sommes tous des êtres, lui dit homme pluriel, on va dire des êtres pluriels. Donc on est dans des pluralités du monde, et on l'a vu avec Emmanuel Lambert ce matin et avec les différents intervenants d'ailleurs, qu'on est dans un rapport où en fait on n'arrête pas d'être le reste de ce qu'on est en décidant d'être écrivain. Voilà. Et donc je me dis, cette interrogation-là, de manière globale, mérite qu'on pose la question de l'écrivain à nouveau frais, en le considérant dans cette pluralité-là. Ma question, et désolé d'avoir développé de manière très longue, mais ma question portait davantage sur... je trouve que ce qui est intéressant dans le travail que tu as proposé par rapport à l'exposition potentielle, c'était ce qu'ont fait finalement certains artistes dans les années 60, c'est-à-dire se réapproprier le livre pour le mettre en fait, pour en faire un matériau à part entière, et toi tu te réappropries finalement l'espace pour en faire un matériau pour l'écriture. C'est une écriture dans l'espace. Et in fine, moi j'aurais bien aimé t'interroger davantage sur ça, sur cette réappropriation de l'utilisation de l'écriture matérielle par des matérialités, sur comment elle se manifestait quand, par exemple, tu mènes de front d'un côté la publication d'un ouvrage et cette même écriture, mais redéployée dans l'espace. Quel jeu, quelle interaction, quel enjeu, quelle tension se met en œuvre, en fait, dans cette perspective-là. Et ce sera le mot de la fin. Alors, sur l'exposition potentielle dont j'ai parlé, la chronologie, c'est ça, effectivement. Il y a l'exposition potentielle, et 2 ans plus tard, il y a le livre. Et dans le livre, c'est dans la 3e partie, c'est un récit d'exposition. C'est un texte littéraire qui saisit l'histoire collective à la lumière
de différentes étapes, si tu veux, des différentes stations, des différents objets, des différentes propositions qu'il y a dans cet espace. Mais ça, c'est sans doute pour moi, je crois, enfin, c'est pour ça que c'est très tendu dans les potentiels du temps. J'emploie parfois le terme d'impatience. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tout un répertoire de propositions qui sont expérimentées par l'art, qui sont travaillées par les sciences, qu'elles soient sciences humaines, politiques ou sciences dures. Et c'est comme si l'état du monde restait incroyablement, anachroniquement attaché à de vieilles rentes. Et j'ai employé le terme d'écrire à même le monde, c'est que je partage avec beaucoup de gens qui écrivent de la philosophie, parfois des sciences politiques, cette forme d'impatience à voir les différents modes de gouvernement du monde, et le musée en est un, se transformer, se métamorphoser, acter en fait. Et il y a cette résistance-là. Et je crois que le lieu de l'exposition, c'est pour moi le lieu de cette impatience. C'est je vais le faire alors. Mais je vais le faire en vrai. Si je pouvais le faire, si tu veux, à taille réelle. C'est-à-dire que, donner un exemple d'un projet d'exposition que je n'ai pas fait, mais parce qu'il faut être au moins, comment il s'appelle, celui qui emballe Christo. Voilà. Je suis très mauvais, moi, avec parfois les noms, mais il y en a tellement que... Mais le projet était le suivant. Une réflexion plastique autour de la question de l'Europe, c'est d'actualité, on en parle en ce moment, qui tourne autour de la phrase d'Umberto Eco dont vous avez parlé. La seule langue commune de l'Europe, c'est la traduction. Je m'intéresse, moi, beaucoup à la traduction. J'ai ce projet toujours qu'on me donne les clés du Parlement européen et pendant un mois de mettre les parlementaires dans les cabines d'interprétariat et les interprètes en salle. C'est ça que j'appelle un geste à même le monde. C'est à un moment donné, on a envie, si tu veux, d'agir sur la matière réelle, qui est la matière même des charpentes, quoi, des poutres, des piliers de la façon dont on vit, quoi. Et comme on n'arrive pas à expérimenter ça dans le réel, parce que le réel résiste, parce que je le disais, le réel ne fait que exploiter des vieilles rentes par ce principe de comptabilité qui est l'amortissement. Ce que fait ce monde, c'est qu'il amortit en fait. Il amortit des technologies qui sont obsolètes, il amortit des énergies fossiles qui sont obsolètes, il amortit des manières de gouverner qui sont obsolètes. Tout est absolument obsolète si on le regarde à l'aune de ce qui se pense, de ce qui se sait, donc de Sapiens, et de ce qui devrait se narrer. Et qui devrait s'accomplir dans une histoire H, narrée, quoi, l'histoire. C'est ça le H dans CHTO? Peut-être aussi. Quand même, hein, c'était évident. Donc voilà un peu une manière de le répondre. C'est que l'écrit, tout d'un coup, mais comme je disais, parce que j'ai cette tension avec l'écrit, je ne suis pas seulement quelqu'un qui est heureux dans sa bibliothèque à lire des livres. J'aimerais bien que les livres agissent à même le monde. Le Quichotte, est quelqu'un qui pose cette question. Je vais juste recommander ce livre qui est en vente là-haut, que j'ai vu. Donc si vous voulez poursuivre la réflexion avec Camille de Toledo, Alyosha Imaf et Kentuta Kiros, merci beaucoup pour cette présentation.